Bonsoir, nous sommes très contentes d'être parmi vous ce soir pour vous parler de la pratique autonome en échographie au Québec. Mon nom est Geneviève Dupuis, je suis technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic, spécialisée en échographie. Je détiens une attestation de pratique autonome en échographie abdominale, pelvienne et de surface. Et je suis également inspectrice à l'ordre. Je suis accompagnée ce soir de Francine Roy, directrice de l'inspection professionnelle. Donc, nous allons aborder les sujets de la réglementation en échographie en pratique autonome, de la pratique autonome versus la pratique non autonome, de l'intégration de la pratique autonome dans notre programme d'inspection professionnelle et de la responsabilité professionnelle. Actuellement, au Québec, il y a plus de 1000 technologues qui pratiquent en échographie. De ce nombre-là, il y a 622 technologues qui détiennent une attestation de pratique autonome. Les attestations de pratique autonome sont disponibles dans deux domaines. Il s'agit du radiodiagnostic et de l'électrophysiologie médicale. Pour les technologues du domaine du radiodiagnostic, sept types d'attestations sont possibles. Il s'agit de l'échographie vasculaire, de l'échographie cardiaque, de l'échographie abdominale, pelvienne et de surface, de l'échographie obstétricale, de l'échographie pour la mesure de la clarté nucale, de l'échographie mammaire et pour l'échographie musculo-squelettique. Les technologues du domaine de l'électrophysiologie médicale peuvent faire une demande d'attestation dans deux spécialités. Il s'agit de l'échographie cardiaque et le Doppler carotidien ou transcrânien. Cependant, avant de pouvoir faire une telle demande, ils doivent obligatoirement avoir obtenu une attestation de formation. Dans l'optique de la protection du public, qui est la mission première de l'Ordre, il y a plusieurs documents qui viennent encadrer rigoureusement la pratique autonome. Nous avons tout d'abord la norme professionnelle en échographie qui comporte 4 composantes. La première étant les critères exigés pour faire une demande, c'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de 5 ans d'expérience en échographie au cours des 10 dernières années, ou avoir réalisé un nombre minimal d'examens selon l'attestation visée. Si on prend, par exemple, pour l'échographie abdominale, pelvienne et de surface, ça prend un minimum de 2500 examens si on n'a pas le 5 ans d'expérience en échographie. Ça prend également une lettre de confirmation de l'employeur par écrit qui confirme les années d'expérience du technologue ou le nombre d'examens réalisés. Les attestations de pratique autonome sont valides pour une année. Donc, au 31 décembre de chaque année, les technologues doivent faire leur renouvellement. Et pour ce faire, ils doivent respecter deux critères qui sont les composantes 3 et 4. Donc, ils doivent avoir fait un minimum de 5 heures de formation dans le secteur de l'échographie. Ils doivent également fournir une preuve authentifiée par l'employeur qu'ils ont réalisé un minimum de 300 échographies par attestation détenue, sauf pour la mesure de la clarté nucale ou le nombre minimal requis de 50 examens, 50 échographies. Nous avons également les lignes directrices qui viennent encadrer la pratique autonome. Les lignes directrices, en fait, c'est des exigences de compétences que le technologue en pratique autonome doit avoir. C'est aussi un document de référence pour tous les inspecteurs à l'ordre lors des visites d'inspection. On se réfère à ce document pour évaluer les technologues en pratique autonome. Donc, il y a 9 énoncés de compétences. Il y a prendre connaissance des renseignements cliniques et adapter son examen en conséquence. Le technologue doit être capable d'évaluer les antécédents médicaux et l'état de santé du patient, d'évaluer les images selon l'orientation, l'identification et les annotations. Il doit être capable d'analyser, d'évaluer la qualité de ces images, de modifier le déroulement de l'examen en fonction des résultats de l'échographie. Il doit être capable de distinguer les artefacts, les variantes de l'anormal et pathologique. Il doit également noter sur une feuille de route ses observations
qu'il devra joindre au dossier du patient et elle doit être disponible pour le radiologiste. Il doit aussi être capable de reconnaître les signes échographiques d'une urgence médicale et ainsi assurer le suivi du patient. Et finalement, il doit compléter adéquatement le dossier échographique du patient. Nous avons également les normes de pratique générales et les normes de pratique spécifiques en échographie médicale diagnostique qui, elles, viennent s'appliquer autant pour la pratique autonome que non autonome. C'est maintenant à mon tour de m'entretenir avec vous. Donc, mon nom est Francine Roy, je suis directrice de l'inspection professionnelle. Je travaille à l'Ordre depuis quelques années et peut-être quelques personnes d'entre vous me connaissez, puisque j'ai participé à quelques occasions à des conférences dans le cadre de vos congrès. Deux types de pratiques en échographie au Québec, une pratique qui est dite non autonome et une pratique autonome. Les technologues qui exercent en échographie au Québec peuvent travailler dans les secteurs publics ou dans les secteurs privés. Le technologue autonome réalise un examen échographique de qualité selon des protocoles qui sont bien établis. Il doit aussi compléter une feuille de travail qui doit joindre à l'examen. Cette feuille de travail permet aux radiologistes ou aux médecins spécialistes de compléter, dans le fond, l'information et de faire un diagnostic qui est optimal, puisque, comme vous le savez, l'échographie est un examen opérateur dépendant. Le technologue doit se référer à l'encadrement qui est prévu lors d'une situation d'urgence ou inhabituelle. Et c'est lui qui libère le patient lorsque l'examen est terminé, contrairement à l'échographie, la pratique de l'échographie non autonome, où la principale différence, je vous dirais, est le fait que c'est le médecin qui doit libérer le patient. Les protocoles sont très importants. Donc, c'est vraiment les protocoles qui fait en sorte qu'on a un nombre suffisant d'images qui va permettre aux médecins de faire leur diagnostic. Les protocoles doivent vraiment être établis lorsqu'on travaille de façon autonome et approuvés par les médecins radiologistes ou spécialistes. La feuille de route, quant à elle, ce qu'on s'est aperçu en inspection, c'est que ce document-là était souvent nommé de différentes façons et parfois rapport préliminaire. Donc, comme on ne veut pas que ce document de travail du technologue soit porte préjudice au patient, dans le fond pour la sécurité du patient, de pas être confondu comme un rapport préliminaire, puisque un rapport préliminaire a une connotation médicale. Donc, on a demandé d'inscrire sur les feuilles de travail du technologue cette petite note. Donc, cette feuille de route sert de document de travail pour le technologue en échographie et seul le rapport officiel émis par le radiologiste est valide. Ce qui fait en sorte que le technologue se protège. On doit déterminer les urgences médicales en collaboration avec le médecin spécialiste. Comme je le disais tout à l'heure, les technologues travaillent dans les milieux privés et dans les milieux publics et sur des corps de travail qui peuvent être différents. Donc, surtout en milieu privé, je vous dirais, le technologue travaille seul, sans médecin spécialiste. Donc, c'est très important qu'il sache quoi faire lorsqu'il fait une découverte fortuite ou qu'il y a une urgence médicale. Il ne peut donner le diagnostic au patient, il ne peut le diriger sans avoir un rapport du médecin spécialiste. Donc, ces informations-là sont très importantes et on parle d'encadrement depuis le début. Donc, c'est vraiment, je pense, important d'avoir toutes les bonnes consignes et les bonnes informations pour qu'on puisse travailler de façon sécuritaire pour le patient, bien sûr. Cette directive-là doit être claire, doit être écrite et doivent concerner les actions à suivre lorsque cette situation-là se présente. On doit aussi prévoir, surtout dans les quarts de travail ou inhabituels ou le soir ou la fin de semaine, je vous dirais, là, où il n'y a pas de présence de médecin, on doit aussi prévoir un moyen de communication avec le médecin spécialiste pour justement, lorsqu'on a un doute, savoir quelle action on devra faire. En résumé, le technologue doit respecter les protocoles, donc vraiment réaliser un nombre suffisant d'images pour que l'examen soit adéquat. Donc, réaliser des images de qualité,
Il ne doit pas émettre d'opinion diagnostique aux patients, ni aux médecins traitants. Par contre, il peut le faire avec un échange avec le médecin spécialiste qui va interpréter l'examen. Il doit exercer son jugement professionnel et donc reconnaître si l'examen n'est pas optimal et qu'il n'a pas pu le faire complètement, dans le fond, le dire au médecin spécialiste pour que celui-ci dirige le patient vers une autre modalité. Et il doit employer, lorsqu'il rédige ses feuilles de travail, employer une terminologie qui est échographique. Depuis le nouveau processus d'inspection, on a intégré au programme d'inspection la pratique autonome, considérant que la pratique autonome demande une responsabilité professionnelle plus importante que dans un autre secteur d'activité. C'était important de l'inclure aussi dans notre surveillance de la pratique professionnelle. Donc, il y a 3 étapes. La première, bien sûr, Geneviève vous en a parlé, c'est le maintien de l'attestation. Donc, ils doivent renouveler chaque année leur attestation de pratique autonome. À l'étape 2, c'est un questionnaire qu'ils doivent répondre, un questionnaire d'auto-réflexion, je vous dirais, ou d'auto-inspection, puisqu'ils sont visés par l'inspection professionnelle, mais c'est une réflexion qui leur permet de se diriger, dans le fond, leur développement professionnel vers peut-être des lacunes qu'ils ont détectées en remplissant le fameux questionnaire en question. Et la dernière, la visite d'inspection, où on peut voir Geneviève aller visiter nos membres sur place dans leur pratique autonome. Il y a une responsabilité plus importante, je vous le disais tout à l'heure, je pense, concernant la pratique de l'échographie de façon autonome. Mais comme pour tous les membres de l'ordre, il y a un code de déontologie qui nous chapeaute. Mais cette peut-être petite phrase-là est importante. Donc, à partir du moment où on exerce une activité qui nous est réservée, puisque elle est permise avec notre loi, on engage toujours pleinement notre responsabilité professionnelle et je pense que tous les technologues doivent le comprendre et s'en souvenir tout au long de leur vie professionnelle. La pratique autonome, en fait, a été un accomplissement professionnel remarquable depuis, je pense, c'est 2012 où j'ai travaillé dans ce dossier-là pour en arriver à une pratique là, qui se fait de façon routinière, je vous dirais, où on a un nombre important de technologues qui exercent dans ce secteur. On doit tout de même l'exercer avec jugement selon des protocoles qui sont rigoureux et en conformité avec toutes les normes établies, donc ce qu'on vous mentionnait au tout début de la présentation. La pratique autonome est vraiment très, très appréciée des médecins spécialistes, je vous dirais, et ce qui a fait en sorte qu'on a vu apparaître un nouveau programme d'études collégiales en technologie d'échographie médicale. L'historique de tout ça, en fait, c'est au départ, on a fait une demande de révision des programmes de formation au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il y a eu un dépôt d'un mémoire en 2010 pour demander la création justement de ce programme de formation collégiale exclusif à l'échographie, puisqu'il y avait un besoin au Québec et les médecins nous appuyaient grandement dans ce volet-là. Il y a eu une conférence de presse le 12 septembre en 2017, une conférence qui, pour nous, nous a réjouis puisqu'elle annonçait finalement l'acceptation de ce nouveau programme de formation. En 2018, bon, ça a été l'entrée en vigueur du DEC en technologie d'échographie médicale à l'hôpital de Rimouski, excusez-moi, c'est plutôt au cégep de Rimouski. Donc, que le programme s'est ouvert et nos premiers gradués vont sortir en juin 2021, très bientôt, très, très bientôt. Mais depuis ce temps, il y a 3 maisons d'enseignement qui offrent maintenant le programme de formation en échographie médicale. Donc, il y a le cégep de Rimouski en 2018 et depuis, le cégep de Sainte-Foy qui est au centre du Québec, finalement, à Québec, et le collège Antique à Montréal. Et bientôt, un 4e, je peux vous l'annoncer, puisque à l'automne prochain, le Collège Dawson, c'est un collège anglophone, va ouvrir, dans le fond, ce nouveau programme. Et là, il devient plus nouveau, là, puisqu'il va avoir un programme du côté d'un 4e cégep ou collège.
Donc, on vous remercie beaucoup, Geneviève et moi, de votre écoute, puisque même petit 15 minutes, ça passe très vite au final. Donc, on espère que ça va vous avoir aidé ou que vous allez continuer aussi dans le développement de votre pratique en échographie en France. Si vous avez des questions, vous savez, on est disponible pour vous répondre. C'est sûr que là, peut-être pas en personne ni de vive voix présentement, mais vous pouvez nous écrire. On a peut-être oublié de vous envoyer notre adresse courriel, mais c'est facile. Vous avez juste à demander à vos organisateurs nos adresses courriel, ils les ont. Donc, vous pourriez communiquer avec nous tout simplement. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.